Bonsoir, alors que la saison estivale s'annonce record en termes de fréquentation dans notre région, nous sommes ici sur l'un des sites les plus visités d'Occitanie, le canal du Midi. Ici au Sommail, dans l'Aude, nous verrons que ce canal a une histoire extraordinaire et que le nom de Pierre-Paul Riquet, son fondateur, continue à vivre. Marga Serrano, bonsoir. Oui, bonsoir Patrick. Vous travaillez ici à l'office de tourisme du Sommail. En quelques mots, géographiquement, est-ce que vous pouvez me dire où nous sommes ici, entre Narbonnais, Minervois, Corbières? Alors, vous êtes ici sur la côte du Midi et nous sommes ici dans le hameau emblématique qui est le Sommail. Donc, le Sommail, c'était quoi historiquement? Alors, c'était une étape de coucher, on dit. Exactement. C'est ça? Le Sommail était une couchée, donc où la barque de poste, c'est-à-dire la diligence sur l'eau qui faisait Toulouse-Sète en 4 jours, s'arrêtait pour passer la nuit. Alors, on est entouré de monuments historiques ici. Il y a énormément de choses qui sont classées. Ce pont derrière nous. Le pont en Dodane, dit pont de Riquet. La chapelle qui est la seule chapelle qui a les pieds dans l'eau. La glacière, notre réfrigérateur. Oui, à l'époque, on enterrait la glace sous le foin, c'est ça? Exactement. Les blocs arrivés de la montagne noire, de Pradelles-Cabardès, exactement. Et puis, évidemment, l'ancienne auberge, cette ancienne auberge où les passagers de la barque de poste passaient la nuit et où nous avons eu une illustre Madame Cradock, une touriste anglaise que nous pouvons découvrir aussi à l'office de tourisme. En hologramme. Forme d'hologramme. Et oui, parce qu'on verra qu'ici, le temps ne s'est pas arrêté à la fondation du canal. On va aller rejoindre nos autres invités. Allez-y, je vous en prie, Marga. Pour continuer à parler, évidemment, de ce canal du Midi. Avec nous, 2 invités. Evelyne Sanchis, bonsoir. Bonjour. Vous êtes, la chef du service culture et patrimoine au VNF. Alors, les VNF, ce sont les voies navigables de France qui gèrent ce canal du Midi qui nous entoure. Également avec nous, Florence Diver. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes la médiatrice culturelle du réservoir. Alors, le réservoir, c'est l'espace découverte du canal du Midi à Revel. Alors, quelques chiffres pour débuter qui peuvent nous étourdir. Le canal est large de minimum 10 mètres. Il compte 104 écluses. Il fait 240 km de long. Et il a été construit finalement en seulement 18 ans. Est-ce qu'on doit vraiment ceci au génie de Pierre-Paul Riquet, Evelyne Sanchis? Ah oui, on peut saluer vraiment le génie de Pierre-Paul Riquet, puisque ce désir de canal du Midi, c'est un désir très ancien, de l'époque de l'Antiquité. Et tous les projets ont échoué parce qu'on ne savait pas comment alimenter en eau ce projet de canal du Midi, puisqu'on part de la Méditerranée pour rejoindre l'Atlantique, on passe par un point haut et il faut donc un robinet qui amène l'eau là-haut. Et c'est Pierre-Paul Riquet qui a trouvé la solution pour alimenter ce canal en allant chercher de l'eau dans la montagne noire. Et alors Florence Diver, ce qui est incroyable, c'est que finalement cette œuvre monumentale a été très peu retouchée depuis sa création. Oui, effectivement, le système d'alimentation en eau, il est quasiment tel que Pierre-Paul Riquet l'avait imaginé, avec quelques améliorations apportées par Vauban. Mais sinon, il est dans l'état dans lequel Pierre-Paul Riquet l'avait imaginé. Et le tracé du canal aussi, il a finalement très peu évolué depuis Pierre-Paul Riquet. Alors, on en profite, c'est la Saint-Pierre-Paul aujourd'hui, vous voyez. Les choses sont bien faites, on lui souhaite une bonne fête, évidemment. Alors ici, qu'est-ce qu'on a comme architecture remarquable, par exemple, Marga? Oui, donc comme on le disait tout à l'heure, on a les bâtiments anciens. Derrière nous, donc le pont, la chapelle, l'auberge et la glacière. Et puis la maison du garde-canal qui abrite aujourd'hui les restaurants et les chambres d'hôtes. Alors, ce canal, c'était un besoin économique à la base ou pas, Florence Diver? Oui, alors le canal, à l'origine, il est là pour faciliter le transport des marchandises, être un raccourci entre la mer Méditerranée et l'océan Atlantique, éviter le passage par le sud de l'Espagne et le détroit de Gibraltar, et puis aussi pallier à des voies de communication terrestres qui étaient en mauvais état, et surtout on ne transporte pas la même quantité de marchandises sur une charrette que sur un bateau. Alors qu'est-ce qu'on y transportait sur ce canal? Alors on a transporté beaucoup de choses au cours de l'histoire du canal. On va dire que dans un premier temps, on va plutôt transporter des céréales, puisque autour de Toulouse, on a toujours eu les grandes plaines céréalières du Lauragais, donc on exportait ces céréales. Quand on revenait de la Méditerranée, on ramenait plutôt les produits de la mer, du sel, du vin, bien entendu. Et par la suite, on va transporter tout ce qui peut être transporté par voie navigable, que ce soit des matériaux de construction,
mais également du charbon, du savon et également du pétrole au XXe siècle. Evelyne Sanchis, à quel moment elle s'est arrêtée, cette activité ici, finalement? Alors ça s'est arrêté à la fin des années 90. Alors pas complètement, il y a encore des personnes qui tentent de relancer le fret. On a aussi un gros travail en ce moment sur Toulouse pour essayer de développer à nouveau du fret en interurbain. Oui, ce serait la livraison du dernier kilomètre, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Eh oui, ce serait pas mal ça, plutôt que de faire rouler des camions ou autre. Et donc ça, c'est du côté du nord de Toulouse, c'est ça? C'est où? C'est ça, tout à fait, du côté du nord de Toulouse. Ouais. Alors, on va se replonger dans la genèse de ce projet fou du canal du Midi. C'est son histoire qui nous est retracée par Emmanuel Watt. Résumer 350 ans d'histoire en 2 minutes, c'est revenir aux sources du canal du Midi. L'idée de créer une voie de navigation qui évite de contourner la péninsule ibérique n'est pas nouvelle, mais le premier à formuler la bonne réponse s'appelle Pierre-Paul Riquet au XVIIe siècle. Au lieu de chercher l'eau pour alimenter l'ouvrage sur la chaîne des Pyrénées, il devine que la solution se trouve sur la Montagne Noire, les derniers contreforts du Massif central. Son idée, ça a été de collecter une douzaine de petites rivières, de rues, vraiment de petits cours d'eau très modestes. Mais le fait de leur agrégation lui a permis de comprendre que la solution était là. Pierre-Paul Riquet connaît bien ce territoire. Natif de Béziers, il mène une carrière de gabelou, c'est-à-dire qu'il prélève l'impôt sur le sel dans le Haut-Languedoc. À 50 ans passés, il se lance dans le projet pharaonique de construire un canal long de 240 km, après avoir obtenu non sans mal l'accord de Colbert, le ministre des Finances de Louis XIV. Le chantier emploie 12 000 personnes. Pour fidéliser la main-d'œuvre, Pierre-Paul Riquet invente le paiement au mois, l'ébauche d'une sécurité sociale, de sorte que même en cas de maladie ou d'intempérie, les ouvriers touchent un salaire. Il meurt 6 mois avant la mise en service du canal royal du Languedoc, rebaptisé canal du Midi après la Révolution française. Le trafic commercial est florissant jusqu'à l'apparition du chemin de fer. Au milieu du siècle dernier, 200 péniches sillonnent encore la voie d'eau entre Bordeaux et Sète. Il y a eu 20 ans des eaux grasses, comme on l'a dit, 20 ans après-guerre, c'est sûr, les glorieuses du canal du Midi, 50, 75 à peu près, 1950-1975. Le coup de grâce vient de la création de l'autoroute. Le transport de marchandises s'arrête dans les années 80, laissant la place aux bateaux de plaisance et de tourisme. Alors, on en parlait à l'instant, Evelyne Sanchis. Ce serait possible de relancer plus largement le transport de marchandises ou pas sur le canal? Alors c'est à l'étude. Ce qu'on sait, c'est que ce serait plutôt pour du transport de niche, des éléments de forte valeur ajoutée, parce qu'évidemment c'est un transport qui est long. Voilà. Mais effectivement, il y a des études dans ce domaine. Alors on l'a dit dans le sujet, il y a énormément de bateaux de plaisance évidemment qui circulent. Qui passe ici, Marga Serrano? Alors on a la chance d'avoir le monde entier qui arrive au sommeil. Nous avons régulièrement des gens d'Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, qui sont des destinations lointaines, qui nous ont un peu manqué pendant 2 ans, mais qui sont de retour. Parce que le vrai rebond, ça a été 96, ce classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça j'allais dire, flèche directement les touristes vers ici. C'est clair. Les Français n'ont pas cette habitude, mais les étrangers ont vraiment l'habitude de programmer leurs vacances par rapport aux monuments classés UNESCO. Et donc, nous avons la grande chance, donc, depuis 1996, d'avoir ces destinations lointaines qui se retrouvent ici. Alors, Florence Divers, ça a été vraiment ce classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, j'allais dire une réactivation, une remise en valeur incroyable de ce patrimoine. Oui, alors c'est un changement d'activité pour le canal, inévitablement. Cette activité touristique, elle était quand même déjà présente avant le classement UNESCO, mais c'est vrai que l'inscription sur la liste du patrimoine mondial va favoriser cet essor touristique. Et vous avez vu par exemple arriver à l'espace découverte de nouveaux publics, de plus en plus d'étrangers. Bon là c'est la reprise évidemment, il y a eu 2 années de crise sanitaire. Oui, alors nous, on rencontre des publics un petit peu différents de ceux qui naviguent peut-être sur le canal, parce qu'on n'est pas au bord du canal, on est sur le système d'alimentation en eau. Et donc les gens qui naviguent parfois ne viennent pas jusque chez nous,
Mais on accueille des publics du monde entier également, des Anglais, des Hollandais, des Espagnols, avec plaisir. Alors, ce classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, ça vous donne aussi des obligations, Evelyne Sanchis. Ah ben complètement, ça nous engage. Ça veut dire effectivement qu'on est un bien qui est reconnu au niveau de l'humanité, mais du coup on doit le transmettre aux générations futures et on doit le faire connaître. Donc c'est un travail collectif avec à la fois les membres de l'entente, donc l'État, Voies navigables de France, la région, les départements, mais aussi toutes les collectivités le long du canal du Midi. On a 16 intercommunalités, on a 89 communes. Donc là, tous ensemble, il faut qu'on travaille dans le même sens pour mieux faire connaître ce patrimoine et mieux le conserver aussi. Alors, parce que 10 ans après ce classement, c'est la tuile, des platanes qui forment la fameuse voûte arborée du canal tombent malades. Il va falloir en arracher certains, puis en replanter d'autres. C'est le cas ici même, Margot. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, le Sommail, nous le valons bien. Nous avons maintenant des chênes chevelus qui sont replantés. Alors, il est vrai que ça change totalement la vue du canal. De notre côté, les plaisanciers ont le paysage qui s'ouvre et donc découvrent derrière cette voûte verte les villages, les plaines, les vignes. Et donc, il y a des avantages et des inconvénients. Alors, plus d'1 million d'euros de dons récoltés l'an dernier, 30 000 arbres abattus, plus de 16 000 replantés depuis 2011 et c'est 57 km de berges restaurées. C'est énorme comme chantier. C'est un chantier gigantesque, effectivement. Il y a au départ 42 000 platanes qui sont vraisemblablement condamnés puisque le chancre continue d'avancer. Donc effectivement, c'est un chantier gigantesque. Voies navigables de France nous menons avec l'appui des collectivités qui nous soutiennent aussi et puis des mécènes, comme vous le disiez. Alors ça, c'est aussi, un nouveau système. Il faut aller chercher les fonds là où ils sont pour financer aussi cette œuvre de Pierre-Paul Riquet. Alors ce chantier, je reviens sur les plantations, ce chantier c'est 220 millions, donc c'est vrai que c'est un chantier gigantesque. Et donc effectivement, tout seul on n'y arrive pas, mais c'est pareil pour les restaurations des ouvrages. Il faut aussi qu'on ait l'appui des collectivités notamment, parce que c'est gigantesque. On est sur un ouvrage qui fait, avec les rigoles d'alimentation, 360 km de long. Donc vous imaginez l'investissement qu'il faut porter là-dessus. À sa création, c'était déjà un chantier monumental, Florence Divernon, parce que c'était quelque chose d'incroyable à l'époque où il a été construit, de réaliser tout ce qu'on a derrière nous. Oui, il faut se replacer au XVIIe siècle. On oublie les engins de chantier tels qu'on peut les connaître aujourd'hui. On a des pelles, des pioches pour creuser. On a des paniers qui transportent la terre, qui permettent de transporter la terre. Donc on est sur quelque chose de très rudimentaire. Et il va falloir beaucoup de main-d'œuvre. On a eu jusqu'à 12 000 ouvriers qui ont travaillé à la construction de ce canal. En un temps record, finalement. En un temps record. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui on ferait mieux qu'eux. Ah oui, et puis ce qui est incroyable, c'est qu'il est toujours là, il est toujours derrière nous, ce canal. Et on vous invite évidemment tous à venir le voir, parce qu'on a une chance incroyable d'avoir ce patrimoine dans notre région. Donc venez-y, ici même au Sommail ou ailleurs, ou à l'espace découverte également du canal du Midi, pour une saison estivale qui s'annonce d'ores et déjà magnifique. Mais vous le savez, il est déjà 18h53 sur France 3 Occitanie et l'information de proximité se poursuit sur votre chaîne régionale. Alors on continue à parler du canal du Midi pour ce 18h30 exceptionnel ici sur le site du Sommail dans l'Aude. Marga Serrano, comment s'annonce la saison touristique? Il y a déjà pas mal de monde. Alors oui, et elle a démarré sur les chapeaux de roue puisqu'on a pris une vague pour le week-end de Pentecôte. Et c'est rare une vague sur le canal. C'est rare en effet, mais on n'avait pas imaginé, on avait un peu oublié pendant les 2 années. Donc non seulement on a nos touristes de proximité qui ont découvert le territoire pendant ces 2 années, mais en plus on a les étrangers qui reviennent. Oui, c'est ça, notamment des Australiens, des Néo-Zélandais, des Américains aussi peut-être qu'on a vu depuis le Covid. Oui, évidemment aussi les Européens qui sont toujours là, qui ne nous ont pas abandonnés. Donc les Belges, les Allemands, les Hollandais, quelques Italiens parfois. Et beaucoup de locations de bateaux alors aussi ici, parce qu'il y a beaucoup de passages, c'est ça?
Donc nous, sur le Sommail, nous avons un loueur de bateaux qui a une flotte de 35 bateaux, c'est la société Nichols. Et nous avons 2 bateaux promenade. Vous avez pu en voir un tout à l'heure démarrer pour faire sa croisière journalière. Alors c'était un carrefour ici, hein, Florence d'Hiver, et c'était un port, on l'a dit tout à l'heure, une étape de coucher. Et finalement, cette activité continue tout au long du canal, comme elle le fut aussi autrefois. Oui, effectivement, on a un site qui a su garder son identité et en même temps évoluer avec les nouvelles activités. On retrouve vraiment le patrimoine présent du canal, mais qui s'est adapté et qui accueille aujourd'hui de nouvelles activités. Alors, on l'a dit, ce canal, hein, qui a été aussi surnommé la merveille de l'Europe, il faut l'animer tout au long de ses berges. Et vous donc, VNF, Voies Navigables de France, lancez un appel à projet pour reconvertir 11 sites éclusiers, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, on fonctionne comme cela pour essayer de reconvertir notamment des maisons qui sont plus utilisées. On l'a vu ici d'ailleurs, hein, les deux bâtiments qui sont derrière, qui abritent les 2 restaurants, ce sont des bâtiments de l'État, des bâtiments VNF, qui ont été reconvertis pour accueillir des auberges. Et donc là, c'est la même dynamique que nous poursuivons. Et effectivement, il y a un appel à projet pour 11 bâtiments qui est lancé pour d'ici fin juillet. Et alors, qui pourrait les investir je ne sais pas, des restaurateurs, des artisans Il y a déjà 80 bâtiments, hein, qui sont en activité le long du canal. Tout à fait. Ouais. Ça peut être effectivement des restaurateurs, on a des chambres d'hôtes, on a des offices du tourisme, on peut avoir aussi des lieux culturels. C'est ce type d'activité effectivement qui est recherché. Alors, lieu culturel, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur cette librairie incroyable qui est derrière nous, là, juste derrière l'épicerie qui est sur la péniche. Une librairie qui compte 50 000 ouvrages, qui est ouverte tous les jours, été comme hiver, c'est ça, Marga Serrano ? Oui, alors 50 000, je pense qu'elle doit en avoir même le double derrière les portes. Donc ce sont des ouvrages du monde entier sur 4 niveaux, accessibles par des mezzanines. Et les enfants, quand ils sortent, ils disent « on a visité la librairie d'Harry Potter ». Oui, c'est vrai, parce qu'il faut que vous veniez la voir ici. L'intérieur est incroyable. On ne croirait pas avoir le bâtiment, mais il y a un étage qui est fabuleux. Ça foisonne de livres de toutes les époques, de tous les auteurs. Il est impossible de ressortir sans un livre de cette librairie. C'est clair. Oui. Alors, l'été, comment il se présente également de votre point de vue, Florence d'Hiver ? Parce qu'il va y avoir énormément de visiteurs aussi en quête d'infos et de culture sur l'histoire de ce canal. Alors la saison, elle s'annonce plutôt bien au vu du mois de juin que nous venons d'avoir. On espère que le mois de juillet et le mois d'août se présenteront aussi bien, mais si la météo continue à être clémente, les gens profitent de la fraîcheur du bassin de Saint-Ferréol et peuvent aussi venir découvrir le canal chez nous. Et puis il y a une fête à annoncer, hein, les 1er, 2 et 3 juillet, c'est les escales. C'est ça, en quoi ça va consister, Evelyne Sanchis ? Alors, on va fêter déjà les 1 an de la marque Canal du Midi. Puisqu'il y a 1 an, on a effectivement lancé une marque qui nous rassemble tous autour du Canal du Midi pour mieux le valoriser. Donc ça, ce sera à Toulouse, au Cal de Radoub. C'est un lieu assez extraordinaire, assez magique. Il faut réserver sur le site canal-du-midi.com. Donc il y a des musiciens, Jeanne Fortou. Ensuite, il y a un spectacle, les plasticiens volants. Ensuite, encore de la musique pour danser. Et ça ouvre en fait un événement qui est sur tout le canal du Midi, donc un repas partagé XXL, dont il y aura effectivement 14 étapes, enfin 14 lieux, dont une ici au Sommail. Le 3 juillet, donc le dimanche soir, nous aurons ici donc un repas partagé avec donc de la musique jazzy. Donc venez avec votre pique-nique et si vous n'avez rien prévu, nous aurons un petit marché de producteurs de terroir qui pourront vous faire déguster les produits locaux. Donc tout le monde est invité, on l'a dit et on le redit, hein, les locaux également profitent beaucoup de ce canal, Marga. Oui, alors on a évidemment les touristes, mais on a toute l'année les locaux qui viennent visiter le Sommail, chercher la quiétude du lieu, puisque c'est vraiment un lieu apaisant. Et donc, tous les dimanches, nous avons, dès que le temps le permet, les locaux, les Narbonnais qui viennent visiter le Sommail. Eh bien, on vous souhaite, parce qu'un sweat, ça n'a rien à voir là-dedans. Beaucoup de visiteurs. Merci à vous 3 de nous avoir guidés le long de ce canal du Midi. Tout de suite, votre météo régionale, suivi de vos éditions régionales. Bonne soirée sur France.